Bonjour et bienvenue à cet épisode spécial de Boring History consacré aux vies plutôt troublantes des pharaons dans l'Égypte ancienne. Si vous cherchez une histoire historique apaisante et stimulante pour vous emmener au pays des rêves, vous êtes au bon endroit. Avant de commencer notre voyage dans le temps, j'aimerais savoir d'où dans le monde vous nous écoutez et quelle heure il est pour vous en ce moment. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire bonjour, et si vous appréciez ce type de contenu éducatif relaxant, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement pour ne jamais manquer un épisode. D'accord, préparons la scène, voulez-vous? Imaginez un pays de déserts dorés, de vallées fluviales luxuriantes, et de temples et tombeaux monumentaux qui percent le ciel bleu éclatant, une civilisation qui a perduré pendant plus de 3000 ans, laissant une empreinte indélébile sur l'histoire humaine. Au centre de tout cela se trouvaient les pharaons, les dirigeants divins qui exerçaient un pouvoir et un prestige immenses. Mais derrière la façade scintillante de richesse et de royauté, la vie de ces rois-dieux était souvent empreinte de ténèbres, d'obsessions et de pratiques choquantes qui peuvent être difficiles à comprendre aujourd'hui. Au cours de la prochaine heure environ, nous plongerons profondément dans le monde fascinant et souvent troublant des pharaons égyptiens anciens. Nous explorerons leur vie quotidienne opulente à l'intérieur de complexes palatiaux tentaculaires, leur réseau complexe de relations royales et de rivalités, et leurs croyances inébranlables en leur propre divinité. Nous confronterons également la fixation des pharaons sur la mort et l'au-delà, qui les a poussés à construire des tombeaux et des temples funéraires toujours plus élaborés et a même conduit certains à s'engager dans la pratique glaçante du sacrifice humain. À la fin de notre voyage, nous aurons rencontré des figures influentes comme Hatshepsut, Akhenaton, le roi Toutankhamon et Ramsès II et retracé les mystères captivants que les archéologues modernes continuent de démêler sur leur vie et leur époque. C'est une histoire de pouvoir, de magie, d'obsession et d'héritages éternels qui ont captivé le monde pendant des siècles. Alors, tamisez les lumières, installez-vous confortablement, et laissez les intrigues de l'Égypte ancienne vous emporter doucement sur les ailes de l'histoire. Mais avant de nous immerger pleinement dans le passé lointain, commençons par prendre du recul et contempler la civilisation égyptienne ancienne à son apogée, s'étendant d'environ 3100 avenue Jésus-Christ à 30 avenue Jésus-Christ. L'Égypte ancienne était l'une des premières et des plus durables sociétés complexes de l'histoire humaine. Le royaume est né lorsque le roi Ménès a unifié les tribus disparates de la luxuriante vallée du Nil en un seul État, tirant parti des plaines fertiles inondées par le fleuve pour alimenter une révolution agricole qui ferait l'envie du monde antique. Au fil des siècles, l'Égypte est devenue une puissance de richesse, de culture et d'influence, ses terres s'étendant de la mer Méditerranée jusqu'au fin fond de la Nubie au sud. Les pharaons présidaient un État centralisé doté d'une bureaucratie sophistiquée, d'avancées technologiques révolutionnaires comme la charrue tirée par des bœufs et les voiliers, et d'une culture riche qui a produit des œuvres d'art, d'architecture et de littérature intemporelle. Les Égyptiens ont développé l'un des premiers systèmes d'écriture au monde sous forme de hiéroglyphes, ainsi qu'un calendrier de 365 jours qui suivait les inondations annuelles du Nil avec une précision incanie. Mais peut-être leurs réalisations les plus visibles et durables étaient-elles les monuments colossaux qu'ils ont laissés derrière eux, les grandes pyramides, les complexes de temples tentaculaires, et les tombeaux souterrains creusés dans les falaises. Ces exploits d'ingénierie impressionnants servaient à projeter le pouvoir et le prestige quasi divin des pharaons tout en laissant entrevoir les profondeurs de leur obsession pour la mort et l'éternité. Pour les pharaons, cette vie terrestre n'était qu'un prélude à une immortalité glorieuse et bien approvisionnée, et ils consacraient d'immenses ressources et du capital humain pour s'assurer leur part d'éternité. Au centre de cette civilisation remarquable se trouvaient les pharaons eux-mêmes, les rois divins qui régnaient en tant qu'incarnation vivante du dieu Horus sur terre. Le pharaon était l'autorité suprême dans toutes les affaires d'État, de religion et de guerre, exerçant un niveau de pouvoir et d'influence presque inimaginable aujourd'hui. Ilmu Danderarka, elle était responsable de maintenir l'ordre et l'équilibre dans le cosmos, d'apaiser les dieux par des rituels et des offrandes, et d'assurer la prospérité et la protection du peuple égyptien. Mais ce statut exalté s'accompagnait également d'un côté sombre, comme nous le découvrirons bientôt. Les pharaons étaient liés par un réseau complexe et souvent brutal de rituels, de superstitions et d'obligations qui régissaient tous les aspects de leur vie et de leur mort, des mariages incestueux qu'ils contractaient pour garder la lignée royale pure aux serviteurs et animaux domestiques qu'ils emportaient avec eux dans la tombe, jusqu'aux actes choquants de déification et de sacrifices humains auxquels certains pharaons s'adonnaient. La vie de ces dirigeants divins était souvent aussi empreinte de ténèbres que de lumière. Alors que nous nous apprêtons à explorer la vie privée et l'héritage durable de certains des dirigeants les plus emblématiques et influents de l'histoire, préparez-vous pour un voyage dans le monde captivant, envoûtant et parfois troublant des pharaons de l'Égypte ancienne. Commençons par imaginer une journée dans la vie d'un pharaon à l'apogée du Nouvel Empire, vers 1500 avenue Jésus-Christ. L'aube se lève doucement sur les murs de calcaire étincelant du vaste complexe palatial du pharaon à Thèbes.
Le roi et son entourage sont tirés de leur sommeil par le doux son de musiciens aveugles sérénadant le lever du soleil tandis que des serviteurs aux pieds nus parcourent silencieusement des couloirs éclairés par des torchers, portant des plateaux de délicatesse pour rompre le jeûne royal. Dans les cours à colonnade du palais, des oiseaux chanteurs voltigent parmi des jardins luxuriants et des fontaines murmurantes tandis que des babouins apprivoisés et des lionceaux se prélassent à l'ombre. Le pharaon émerge de sa chambre à coucher, accompagné d'une cohorte de serviteurs corporels qui ont passé la dernière heure à s'occuper de son régime de toilettage élaboré. Ils lui ont rasé la tête et le corps pour éviter les poux, ont souligné ses yeux avec du col frappant et de la malachite verte, et ont oint ses membres d'huile et de parfums odorants. L'or et l'électrum brillent à sa gorge et à ses poignets, tandis qu'une couronne exquise en forme de faucon encercle son front, symbole de sa parenté divine avec le dieu Horus. Ainsi paré de toute sa splendeur, le Dieu vivant s'avance pour commencer son emploi du temps chargé de devoirs et de dévotions quotidiens. En premier lieu à l'agenda, une visite au sanctuaire du palais pour faire des offrandes et des libations aux principaux dieux, Ré, le dieu du soleil, Osiris, le dieu des enfers, et les ancêtres déifiés du pharaon lui-même. Des prêtres chantants remplissent l'air parfumé d'encens d'hymnes et de prières tandis que le roi se prosterne devant les regards sereins et peints des dieux. Ses obligations religieuses accomplies, le pharaon réunit son conseil pour entendre des pétitions, rendre des jugements et consulter sur les affaires d'État. Assis sur un trône doré, il écoute son vizir lire l'ordre du jour, des différends de frontières à régler, des accords commerciaux à négocier, des projets de construction à superviser. Bien qu'il sollicite les conseils de ses courtisans les plus fiables, le mot final sur toutes les affaires repose finalement sur lui. La journée passe dans un tourbillon de cérémonies et de spectacles conçus pour émerveiller la populace et renforcer le droit divin du pharaon de régner. Le roi défile à travers la ville dans un char magnifique, les acclamations de ses sujets s'élevant comme une vague alors qu'il les comble de cadeaux d'or et de céréales. Il officie à l'ouverture rituelle d'un nouveau temple, enfonçant le premier piquet avec un maillet doré tandis que les prêtres chantent des incantations pour sceller l'espace sacré. Mais même dans ces moments de triomphe public, un courant sous-jacent de superstitions sombres et de rituels obsessionnels coule sous la surface. Le pharaon veille toujours à entrer dans une pièce du pied droit pour éloigner les mauvais esprits. Il ne mange qu'avec sa main gauche, réservant sa droite pour communier avec les dieux, et il ne permet jamais, au grand jamais, que son ombre tombe sur un prêtre ou une statue d'une divinité, de peur d'encourir la colère divine qui pourrait apporter la ruine au royaume. Alors que l'orbe flamboyant de Ré s'enfonce lentement vers l'horizon occidental, le pharaon se retire dans ses quartiers privés pour quelques moments de détente volés avant le banquet du soir. Des danseuses ondulent sensuellement au son des harpes et des lyres, tandis que le roi sirote du vin de date dans une coupe dorée et contemple les subtilités de la théologie avec ses conseillers. Mais même dans le repos, le spectre de la mort et de l'éternité n'est jamais loin de son esprit. Car le pharaon sait que cette vie mortelle, aussi opulente et divine soit-elle, n'est qu'un rêve fugace comparé à l'éternité glorieuse qui l'attend dans le champ des roseaux. C'est pourquoi il a déjà investi des ressources incalculables dans son tombeau dans la vallée des rois, une cité cachée des morts où il régnera en splendeur pour l'éternité. Mais d'abord, il doit naviguer dans le réseau complexe d'obligations et de dangers qui accompagne le port de la double couronne, et nulle part ces périls ne sont plus présents que dans son propre foyer royal. Dès le jour où il monte sur le trône, l'une des tâches les plus pressantes du pharaon est d'assurer la succession en produisant un héritier mâle. Mais dans la serre incestueuse de la famille royale, où les pharaons épousaient régulièrement leurs frères et sœurs et même leurs propres enfants pour garder la lignée pure, la bataille pour le pouvoir et l'influence bouillonnent toujours juste sous la surface dorée. La grande épouse royale du roi peut être sa demi-sœur, mais cela ne l'empêche pas de comploter avec des prêtres et des courtisans pour faire avancer la revendication de son propre fils au trône par rapport à celle de son demi-frère aîné. En effet, les annales de l'histoire égyptienne sont jonchées de récits d'intrigues palatiales, de reines rivales et de jeux de pouvoir impitoyables entre héritiers potentiels. Prenez l'histoire remarquable de Hatshepsut, la pharaone qui a régné en tant que roi de plein droit pendant plus de 20 ans au XVe siècle avenue Jésus-Christ. Bien qu'elle n'ait été initialement qu'une régente pour son jeune beau-fils Thoutmôsis III, Hatshepsut a lentement consolidé le pouvoir, adoptant tous les attributs masculins de la royauté et se représentant même avec une barbe dans les œuvres d'art officielles. Ou considérer le récit choquant du pharaon hérétique Akhenaton, qui a bouleversé des siècles de traditions religieuses en proclamant le disque solaire Aton comme le seul vrai Dieu et en interdisant le culte de tous les autres. Dans son zèle religieux, Akhenaton a même changé son nom d'Amenhotep IV pour refléter sa dévotion à Aton, a déplacé la capitale dans une ville désertique isolée et a persécuté les puissants prêtres d'Amon. Son règne fut marqué par des conspirations palatiales et se termina par un désastre, laissant son jeune fils Toutankhamon ramasser les morceaux.
Mais peut-être l'exemple le plus troublant de la manière dont le pouvoir divin du pharaon pouvait être abusé est la pratique du sacrifice humain qui était autrefois disturbingly commune en Égypte ancienne. Les archéologues ont mis au jour de nombreux sacrifices dits de suivants dans les tombes des premiers rois comme Djer et Djet, où des dizaines de serviteurs étaient massacrés pour continuer à servir leur maître dans l'au-delà. Plus effrayant encore, certains pharaons comme Horach a été enterrés avec leurs animaux de compagnie et leurs trésors matériels, ainsi que des piles de perruques en cheveux humains, probablement rasées sur des victimes sacrificielles. Heureusement, cette pratique macabre semble avoir disparu à la fin de l'Ancien Empire, alors que les Égyptiens développaient des moyens plus symboliques pour les pharaons d'emmener leur entourage terrestre avec eux dans l'au-delà. Mais cela reste une tache sombre sur l'héritage autrement scintillant des pharaons, un rappel de l'abîme insondable qui séparait ces rois divins des masses grouillantes qu'ils régnaient. Au fil des siècles, les pharaons ont continué à façonner le cours de l'histoire égyptienne et à laisser leur marque dans la pierre et les récits. Certains, comme Ramsès II, connu sous le nom de Ramsès le Grand, ont présidé le royaume à l'apogée de sa puissance et de sa splendeur, leurs triomphes et leurs amours immortalisés sur les murs des temples qu'ils ont construits pour leur propre gloire. D'autres, comme la légendaire Cléopâtre VII, se sont retrouvés mêlés aux intrigues à enjeux élevés du monde méditerranéen plus large, leur charisme personnel et leur sagacité politique devenant matière à légende durable. Mais peut-être aucun pharaon n'a capturé l'imagination moderne comme le roi garçon Toutankhamon, dont la découverte de la somptueuse tombe en 1922 a déclenché une vague mondiale de Toumania et a transformé ce souverain autrefois obscur en un nom familier. Les trésors éblouissants trouvés dans la tombe de Tout, de son masque mortuaire doré emblématique aux cercueils emboîtés et au trône, ont offert un aperçu sans précédent de l'opulence et de l'artisanat d'une sépulture royale et ont consolidé la réputation des pharaons comme les symboles ultimes de statut du monde antique. Aujourd'hui, de nouvelles découvertes archéologiques et des techniques scientifiques de pointe nous permettent de plonger encore plus profondément dans la vie et la mort de ces dirigeants infiniment fascinants. Les scanners CT et les analyses ADN ont révélé les déformations génétiques dues à la consanguinité qui affligeait la lignée familiale de Tout, ainsi que les blessures purulentes et le paludisme qui ont probablement coûté sa vie à l'âge tendre de 19 ans. Les inscriptions et les papyrus peignent un tableau de plus en plus vivant du monde impitoyable de la politique palatiale, où les concubines étrangères et les vizirs intrigants se bousculaient pour l'influence à l'ombre du trône. Et pourtant, malgré tous les secrets sombres et les pratiques troublantes que nous avons découverts sur les pharaons, leur héritage lumineux en tant que certains des dirigeants les plus emblématiques et durables de l'histoire humaine reste intact. Pendant plus de 3000 ans, ils ont présidé une civilisation de réalisation et d'innovation remarquables, de la précision mathématique des pyramides au savoir-faire médical de la première chirurgie cérébrale au monde. Ils ont inspiré certaines des œuvres d'art et d'architecture les plus sublimes et durables jamais créées, de la beauté sereine du buste en calcaire de Néfertiti à la majesté colossale des colosses de même nom. Et ils continuent d'enflammer notre imagination et de tirer sur notre sens de l'émerveillement, nous invitant à contempler les mystères du pouvoir absolu et à réfléchir à ce que signifie atteindre l'immortalité face à la nature éphémère de la vie humaine. Alors, la prochaine fois que vous vous trouverez à contempler le visage énigmatique du Sphinx ou à vous émerveiller devant la splendeur dorée du masque funéraire de Toutankhamon, prenez un moment pour réfléchir au pharaon qui exerçait autrefois un pouvoir divin sur la vie de millions. La leur est une histoire de triomphes éblouissants et d'abus choquants, de monuments vertigineux et de bilans effrayants, de richesses inimaginables et d'angoisses existentielles face à l'éternité. C'est une histoire qui nous rappelle les sommets de la réalisation humaine et les profondeurs de notre capacité à la cruauté, la soif inextinguible d'immortalité, et la réalité inéluctable de la mort. Et c'est une histoire qui continuera à nous captiver tant que les pierres intemporelles de l'Égypte ancienne garderont leurs secrets près d'elle, invitant chaque nouvelle génération à démêler à nouveau l'énigme infiniment fascinante des pharaons. Et avec cela, nous avons atteint la fin de notre tourbillon à travers les vies troublantes et éblouissantes des pharaons égyptiens anciens. J'espère que vous avez apprécié cette plongée profonde dans l'une des civilisations les plus emblématiques et influentes de l'histoire et que les histoires de ces dirigeants hors du commun ont fourni une riche matière à réflexion alors que vous vous endormez. Comme toujours, merci beaucoup d'avoir écouté Boring History et d'avoir passé une partie de votre journée à explorer les recoins infiniment fascinants de notre histoire humaine partagée. Si vous avez apprécié ce voyage immersif dans le passé lointain, je serais ravi si vous pouviez cliquer sur le bouton d'abonnement et laisser un commentaire partageant vos pensées sur les pharaons et leur héritage de grande portée. Jusqu'à la prochaine fois, faites de beaux rêves, et que vos rêveries soient remplies de la lumière dorée du disque solaire éternel, des roseaux luxuriants du chant des roseaux, et des secrets murmurés des rois et reines qui régnaient autrefois comme des dieux vivants sur les sables chatoyants de l'Égypte ancienne. Bonne nuit. Comme nous l'avons vu, les pharaons de l'Égypte ancienne vivaient des vies d'opulence et de grandeur presque inimaginables aujourd'hui. Mais derrière la façade scintillante d'or et de Dieu se cachait une réalité plus sombre, faite de pouvoirs incontrôlés,
d'obsession mystique et du spectre toujours présent de la mort. Peut-être aucun pharaon n'a incarné ces contradictions plus que Ramsès II, également connu sous le nom de Ramsès le Grand. Montant sur le trône. Vers 1279 avenue Jésus-Christ, Ramsès régnerait pendant 66 ans, l'un des règnes les plus longs de l'histoire égyptienne. Il présida une ère de grande prospérité et lança une campagne de construction massive, érigeant des temples, des obélisques et des statues à travers l'Empire. L'ampleur et la grandeur de ces monuments étaient destinés à émerveiller ses sujets et à proclamer son pouvoir divin pour l'éternité. Mais la soif de gloire et d'immortalité de Ramsès II ne connaissait pas de limite. Il engendra plus de 100 enfants avec un vaste harem d'épouses et de concubines. Il n'hésita pas à défigurer ou à détruire carrément les temples et monuments des dirigeants précédents, remplaçant leurs noms et images par les siens dans un acte audacieux de propagande. Même les statues colossales qu'il érigea de lui-même, certaines dépassant 80 pieds de haut, étaient des exercices de narcissisme déifié et d'auto-agrandissement. Pourtant, peut-être le plus troublant étaient les mesures que Ramsès prit pour assurer son propre au-delà. Son vaste complexe funéraire, le Ramesséum, comprenait un immense temple funéraire servi par toute une ville de prêtres, d'artisans et d'esclaves. Ramsès n'épargna aucune dépense pour meubler son lieu de repos éternel, le remplissant de trésors inimaginables, des chars dorés, des meubles exquis, des vases en albâtre finement sculptés. Même son lion de compagnie bien-aimé fut momifié pour l'accompagner. Mais Ramsès ne s'arrêta pas là. Des fouilles récentes suggèrent que de nombreux membres du personnel domestique du pharaon, y compris ses concubines, furent rituellement sacrifiés à sa mort pour qu'il puisse continuer à le servir dans l'au-delà. Les restes de ces victimes peignent un tableau sombre, leurs corps posés comme s'ils attendaient encore de servir leur maître, désormais un roi éternellement divin. C'est un rappel glaçant de jusqu'où les dirigeants égyptiens anciens étaient prêts à aller dans leur quête d'immortalité et de pouvoir divin. Ramsès II a peut-être régné sur un âge d'or, mais il a également exploité des milliers de personnes au service de sa propre vanité et de ses illusions de divinité. Le sang et la sueur des roturiers ont littéralement construit son héritage. Bien que Ramsès le Grand fût un exemple particulièrement flagrant, il était loin d'être le seul pharaon à abuser de son pouvoir absolu de cette manière. Ses prédécesseurs Amenhotep III et Akhenaton entreprirent des projets de construction ambitieux et égoïstes similaires. Le roi garçon Toutankhamon fut enseveli avec un éventail stupéfiant de trésors inestimables, tandis que Cléopâtre élimina impitoyablement ses propres frères et sœurs pour sécuriser le contrôle exclusif du trône. À maintes reprises, les pharaons prouvèrent que leur statut déifié les plaçait au-dessus des lois morales régissant les Égyptiens ordinaires. Ils pouvaient bouleverser les traditions religieuses sur un coup de tête, prendre d'innombrables partenaires sexuels, saisir des propriétés et de la main-d'œuvre, même ritualiser le meurtre, tout cela sans conséquence. La promesse d'un au-delà glorieux rendait l'excès mégalomane non seulement acceptable mais presque inévitable. Mais en fin de compte, les pharaons découvrirent ce que tous les tyrans doivent, qu'aucun mortel, peu importe sa puissance, ne peut échapper à la mort. Malgré tous leurs temples et tombeaux, leurs sorts magiques et leurs serviteurs sacrificiels, ils succombèrent au même sort que le paysan le plus humble. Leurs corps momifiés et leurs possessions matérielles prirent la poussière dans l'obscurité, tandis que leur empire déclinait et que leur dieu était oublié. L'histoire moralisatrice des pharaons résonne encore dans notre monde moderne de prétendus hommes forts et de demi-dieux autoproclamés. Ceux qui se croient au-dessus des liens communs de la moralité et de la mortalité feraient bien de se souvenir comment les plus puissants dirigeants de l'Égypte ancienne connurent leurs fins ignominieuses. Car le grand niveleur vient pour les rois et les roturiers pareillement, une leçon humiliante vieille de 3000 ans. Alors que nous clôturons ce chapitre sur les vies troublantes des rois-dieux de l'Égypte ancienne, on ne peut s'empêcher de s'émerveiller devant tout ce qui a été perdu dans les sables dévorants du temps. Nous avons peut-être déterré leurs trésors et démêlé certains de leurs secrets, mais tant reste inconnu de cette civilisation captivante qui a construit des merveilles et banni les contraintes morales. Peut-être qu'à mesure que les archéologues ébrèchent les couches de l'histoire, nous parviendrons à une compréhension encore plus claire des ombres derrière le règne éblouissant des pharaons, une connaissance plus profonde de ce qui a poussé ces dirigeants divins à de tels sommets de pouvoir et à de telles profondeurs d'auto-obsession dépravée. Jusqu'à ce moment, ils continueront de hanter notre imagination, spectaculaires, semblables à des sphinx, drapés d'or et de mystère. Nous ne pouvons que deviner quelles autres révélations glaçantes gisent ensevelies dans la vallée des rois, attendant de revoir la lumière du jour des récits de tyrans et de rois-dieux réduits en poussière et gravés dans l'éternité, un rappel que même les plus grands empires et les dirigeants les plus glorifiés ne peuvent échapper à la marche inexorable du temps. Alors, tandis que nous nous endormons, la tête remplie de sarcophages dorés et d'esprits murmurants, réfléchissons à l'attrait durable de ces royaux anciens qui tenaient le pouvoir de la vie et de la mort, du ciel et de la terre, dans leurs mains manucurées.
Et soyons peut-être reconnaissants que leurs semblables ne marcheront plus jamais parmi nous divins, décadents, et défaits par leurs propres égos démesurés. Le lendemain matin, le pharaon entreprendrait sa routine quotidienne de devoirs religieux et de gouvernance. Il commencerait par se baigner dans un bassin sacré ou être purifié avec de l'eau sainte par des prêtres, un rituel censé purifier à la fois le corps et l'esprit. Le pharaon était ensuite vêtu des plus fins linges, paré de symboles royaux comme la double couronne, le sceptre et le crochet, chaque objet ayant une signification profonde. Le crochet représentait son rôle de berger de son peuple, le fléau son autorité à punir les ennemis de l'Égypte. Mais même ces tâches matinales banales étaient imprégnées de couches de signification spirituelle. Chaque mouvement était comme une danse soigneusement chorégraphiée, régie par les règles strictes de Ma, l'ordre cosmique qui maintenait l'univers ensemble. S'écarter même légèrement de ces protocoles divins, c'était risquer le chaos et la colère des dieux. C'était un lourd fardeau existentiel à porter, mais considéré comme absolument essentiel pour un dieu vivant. Une fois paré de ses attributs divins, le pharaon émergeait du palais pour commencer son emploi du temps chargé, souvent en commençant par une visite au temple pour faire des offrandes aux dieux et accomplir des rituels vitaux. En tant que grand prêtre de chaque temple, son rôle était de satisfaire les dieux et de sécuriser leur bénédiction continue pour l'Égypte. Il livrait des offrandes, récitait des sorts sacrés, et brûlait de l'encens devant les statues cultuelles dans le sanctuaire du temple. Peu importe leur monotonie, chaque rite devait être exécuté avec une précision parfaite, comme entretenir un moteur cosmique. Même la plus subtile erreur pouvait avoir des conséquences catastrophiques. Les fameux textes des pyramides, gravés sur les murs des tombes royales, étaient essentiellement un script pour le pharaon à suivre dans l'au-delà, le guidant à travers les épreuves pour atteindre le béni champ des roseaux. On ne peut qu'imaginer la pression intense et l'anxiété de devoir exécuter les rituels sans faille, avec les enjeux les plus élevés imaginables en jeu. Ses devoirs religieux accomplis, le pharaon se tournait vers les affaires de gouvernance de l'Égypte. Il rencontrait ses conseillers les plus fiables, des vizirs qui agissaient comme ses yeux et ses oreilles à travers le pays. Il livrait des rapports sur la situation politique en Égypte et ses liens diplomatiques avec des rivaux comme les Nubiens, les Hittites et les Mésopotamiens. Le pharaon entendait les pétitions de son peuple et prononçait ses jugements selon Ma. Bien que les vizirs supervisent la vaste bureaucratie étatique au quotidien, le pharaon avait le dernier mot sur toutes les affaires et était attendu pour maintenir la justice. Gouverner un État massif était déjà assez difficile, mais le pouvoir absolu du pharaon créait ses propres incitations troublantes. Sans réel contrôle sur ses caprices, un pharaon pouvait facilement succomber à la corruption ou à la tyrannie s'il le souhaitait. Certains pharaons imposaient des taxes brutales et du travail forcé à leurs sujets pour construire leurs propres monuments somptueux. D'autres devenaient paranoïaques et recouraient à des purges impitoyables de quiconque perçu comme une menace. Le pharaon ptolémaïque Ptolémée IV fit assassiner sa propre mère et son frère pour éliminer des rivaux potentiels au trône. Avec un pouvoir ultime sur la vie et la mort, même les liens familiaux pouvaient devenir mortels. Mais la journée du pharaon n'était pas tout de sang et de labeur. Il avait également droit aux plus fins plaisirs terrestres et activités de loisirs. Il pouvait partir pour une expédition de chasse dans le désert, tirant des flèches depuis son char de guerre sur des lions et des gazelles en fuite. La chasse était vue comme une métaphore du triomphe du pharaon sur les forces du chaos qui menaçaient constamment l'Égypte. Une chasse réussie prouvait sa vitalité et sa prouesse guerrière. Le pharaon pouvait aussi s'adonner à un jeu de plateau de sonnet avec l'un de ses courtisans de confiance. Le sonnet était extrêmement populaire parmi l'élite égyptienne et prenait même des dimensions spirituelles. Certains croyaient que le jeu imitait le voyage de l'âme à travers le Dua, l'au-delà, les dernières cases représentant les portes de l'au-delà. Ici encore, les lignes entre récréation terrestre et symbolisme cosmique étaient toujours floues. Alors que le voyage de Ré à travers le ciel touchait à sa fin et que les ombres s'allongeaient, le pharaon se retirait enfin dans ses quartiers après une longue journée de service aux deux terres. Mais même dans le repos, ses devoirs divins ne cessaient jamais. Le sommeil du pharaon était censé fusionner mystiquement son bas, âme, avec le dieu soleil, renouvelant sa force vitale divine. C'était un temps de visions étranges et de communion avec les dieux, pas un simple repos. Des livres de rêves énigmatiques ont survécu, utilisés pour aider à interpréter les rêves du pharaon et discerner les messages divins qu'ils contenaient. Dans un rêve troublant du papyrus Chester Beatty, le pharaon Ramsès II rêva qu'il voyait Ptah, le grand dieu créateur de Memphis, debout au-dessus de lui avec une épée. Ptah le réprimanda avec colère pour ne pas avoir terminé son temple et le frappa sur le côté. Lorsqu'il se réveilla, Ramsès était déterminé à apaiser la divinité courroucée en accélérant les travaux sur le temple. Même dans ses propres rêves,
il semblait qu'il n'y avait aucun refuge contre la pression écrasante de son rôle. Les heures éveillées du pharaon pouvaient passer selon un rituel et un protocole strict, mais son esprit endormi était un paysage indompté où divinités et démons erraient librement. La même magie puissante qu'il exerçait de jour tenait souhait dans ce royaume nocturne, pour le meilleur ou pour le pire. Des sorts étaient gravés sur les repose-têtes et les cadres de lit pour protéger le dormeur vulnérable des forces malignes. Cet espace liminal entre veille et rêve était un moment puissant pour communier avec l'invisible et pour deviner les volontés plus obscures des dieux. La vie d'un pharaon, du lever au coucher du soleil, était une marche sur la corde raide entre le terrestre et le divin, le banal et le sublime. Chaque action, peu importe sa routine, prenait une signification transcendante dans un monde vibrant de magie et de présages. Il ne pouvait y avoir de réelle distinction entre sacré et profane. Cette aura omniprésente de mysticisme et de symbolisme imprégnait l'existence quotidienne du pharaon mais justifiait également le pouvoir absolu qu'il exerçait. En maintenant Maat dans le royaume matériel, le pharaon soutenait l'ordre approprié qui empêchait le cosmos de se dissoudre dans l'oubli. Mais ce même pouvoir permettait également les impulsions et excès les plus sombres de la nature humaine. Le défi pour tout pharaon était d'incarner les vertus élevées d'un dieu sur terre tout en étant encore de chair et de sang faillible. Certains réussissaient cet équilibre avec justice et retenue, sécurisant la prospérité de leur peuple et la faveur de l'histoire. D'autres succombaient à la tyrannie et aux caprices, laissant des héritages à jamais entachés de cruauté. Mais qu'ils soient vénérés ou vilipendés, les pharaons partageaient tous une existence profondément étrangère à nos sensibilités modernes, où l'ampleur de leurs actions avait littéralement des enjeux de vie et de mort pour toute une civilisation. La journée du pharaon commençait généralement au lever du soleil avec une purification cérémoniale par des prêtres, suivie d'une grande procession vers le temple principal pour des offrandes rituelles et l'adoration. En tant que Dieu vivant, ce lien direct avec le divin était le devoir le plus vital du pharaon, nécessaire pour maintenir Maat. Il présentait des statuettes de lui-même en offrant des libés du vin, du lait et d'autres liquides précieux devant les dieux. De l'encens était brûlé, des prières récitées, et de la magie sacrée mise en œuvre à travers des liturgies et des hymnes. Après les rituels matinaux, le pharaon s'occupait des affaires d'État, recevant les rapports des ministres, réglant des affaires juridiques, et émettant des décrets sur tout, des projets d'irrigation aux expéditions minières. Il s'engageait également dans des devoirs plus cérémoniels au fil de la journée, de l'officiation des festivals agricoles à la commande d'œuvres monumentales en son nom. La journée de travail du pharaon était entrecoupée de pauses pour les repas, les loisirs et le repos. Les repas étaient des affaires somptueuses, le pharaon ayant droit aux meilleurs morceaux de viande, aux produits les plus frais des jardins du palais, et à des délices comme le miel, les figues et les dattes. Des serviteurs chassaient les mouches avec de longs éventails et offraient de l'eau pour se laver. Les loisirs pouvaient inclure la chasse, des jeux de plateau comme le sonnet, ou regarder des performances de musiciens, danseurs et acrobates. Certains pharaons aimaient nager dans les piscines du palais ou faire une promenade langoureuse en barge sur le Nil. Mais même dans les loisirs, il y avait peu de répit des rituels et des responsabilités. Si le pharaon optait pour une croisière de plaisir, ce serait à bord d'une barge dorée ornée de fanions flottants, ramée par des équipages de serviteurs alors qu'il se détendait sous un dais avec sa famille et ses courtisans. S'il se retirait dans son harem pour la soirée, il était encore attendu qu'il passe du temps avec sa grande épouse royale et produise des héritiers pour sécuriser la dynastie. La vie du roi-dieu était un aquarium de surveillance publique et d'attentes incessantes. Bien que les environs magnifiques et le statut divin du pharaon puissent sembler enviables, c'était en vérité une existence intensément exigeante et précaire. La moindre défaillance dans le maintien de Maat, qu'elle soit rituelle ou morale, pouvait déchaîner les furies du destin sur tout le pays. Il était comme un acrobate traversant le Nil sur un fil de soie, en équilibre entre le terrestre et l'éternel. Le fardeau de sa charge était un marathon épuisant de fastes et de décisions lourdes, avec les enjeux les plus élevés possibles en jeu. Alors que le pharaon se retirait enfin pour la soirée, porté en haut sur un palanquin doré vers sa chambre royale, les efforts de la journée faisaient leur effet. Tombant dans un sommeil sans rêve, il pouvait enfin se défaire, même brièvement, du joug des rituels et des protocoles. Le matin, la grande roue tournerait à nouveau, et le demi-dieu réémergerait pour saluer le soleil levant. Mais dans ces heures les plus sombres avant l'aube, la chambre du pharaon était un sanctuaire silencieux d'ombre et de murmures, de calme et de quiétude. Ici, dans l'étreinte indulgente de la nuit, il redevenait simplement humain. Relations royales et rivalités, la cour royale égyptienne ancienne était une serre d'intrigues politiques, de jeux de pouvoir et de machinations machiavéliques. À son sommet se trouvait le pharaon lui-même, le noyau autour duquel courtisans, officiels, prêtres et suppliants tournaient tous comme des planètes autour du soleil. Mais le pharaon était loin d'être seul dans sa cage dorée.
Des mariages incestueux aux querelles meurtrières, les relations intimes et les rivalités bouillonnantes du foyer royal étaient une source éternelle de drames rivalisant avec n'importe quel feuilleton télévisé. Les femmes qui entouraient le pharaon étaient certaines des figures les plus influentes et intrigantes du palais. La première parmi elles était la grande épouse royale, la reine censée être la consort favorite du pharaon et sa principale partenaire dans la gouvernance de l'Égypte. De nombreuses reines exerçaient un pouvoir substantiel de leur propre chef, certaines, comme Néfertiti et Hatshepsut, éclipsant même l'autorité de leur mari. Néfertiti, la beauté légendaire et grande épouse royale du pharaon excentrique Akhenaton, a peut-être régné comme une co-régente à part entière à ses côtés pendant l'apogée des bouleversements religieux de la période d'Amarna. Elle disparut mystérieusement des archives dans les dernières années d'Akhenaton, mais certains indices alléchants suggèrent qu'elle aurait même pu lui succéder comme le pharaon Wole-Smenkhkare. Le verdict est encore en suspens sur cette énigme. Le coup de pouvoir sans précédent de Hatshepsut fut encore plus dramatique. En tant que fille royale, épouse et mère de roi, Hatshepsut était particulièrement bien placée pour agir lorsque son jeune beau-fils Thoutmôsis III hérita du trône. D'abord en tant que régente, Hatshepsut assuma bientôt les titres et les attributs complets d'un roi de plein droit, supprimant les terminaisons féminines de son nom royal. Pendant plus de 2 décennies, l'Égypte eut une pharaone en tout sauf en anatomie, dominant une période de prospérité immense et de construction monumentale. Ce n'est qu'après sa mort que Thoutmôsis III émergea de l'ombre de sa redoutable belle-mère. Mais être l'épouse principale et la reine du pharaon n'était pas une garantie d'une vie facile dans un palais polygame. La reine devait toujours rester sur ses gardes pour maintenir son influence et se protéger des rivales. L'un des exemples les plus infâmes fut la guerre acharnée entre la reine principale de Ramsès II, Néfertari, et l'épouse secondaire Isetnofré, mère de l'héritier présomptif. Les ragots de la cour relataient avec délectation comment ces 2 femmes puissantes complotaient sans cesse l'une contre l'autre, utilisant tout, des banquets somptueux aux graffitis diffamatoires, pour influencer la faveur du pharaon. Les enjeux dans ce jeu de trône étaient immensément élevés, alors que les reines rivalisaient pour sécuriser la succession pour leur propre fils. Isetnofré triompha finalement, vivant assez longtemps pour voir son fils Merneptah prendre le trône, mais seulement après des décennies d'intrigues impitoyables. De telles rivalités vicieuses entre les épouses d'un pharaon étaient monnaie courante dans le palais. L'inceste était une autre particularité troublante des mariages royaux, considérée comme essentielle pour sauvegarder la lignée sacrée. Les pharaons épousaient souvent leurs sœurs, leurs filles, et même leur mère dans une tentative de garder la lignée royale aussi pure que possible. La dynastie grecque ptolémaïque porta cela à l'extrême, l'arbre généalogique se nouant sur lui-même dans un enchevêtrement d'unions incestueuses répétées. Cléopâtre VII, la plus célèbre des Ptolémées, était en réalité le produit d'au moins 3 générations de mariages frères-sœurs ininterrompus. Sa famille semblait rivaliser pour accumuler les relations incestueuses les plus convolutées, avec des unions oncles nièces et même des doubles mariages entre frères et sœurs ajoutés pour faire bonne mesure. Ironiquement, toute cette consanguinité incestueuse a peut-être produit les quirks génétiques et l'instabilité mentale qui ont finalement condamné la dynastie. Mais l'inceste dans la famille royale n'était pas seulement un phénomène ptolémaïque, c'était une coutume séculaire remontant aux origines mythiques de la royauté égyptienne elle-même. Le pharaon était vu comme l'incarnation terrestre de Horus, le fils divin d'Osiris et d'Isis, un couple frère-sœur qui se trouvait également être mari et femme. En imitant le mariage incestueux des dieux, le pharaon maintenait l'ordre cosmique et suivait littéralement les pas des dieux. Bien sûr, de tels mariages entre frères et sœurs devaient avoir un lourd tribut, tant sur le plan psychologique que génétique. Le célèbre Toutankhamon était le produit maladif et éphémère d'une union incestueuse entre Akhenaton et sa sœur. Son pied déformé congénitalement et son palais fendu indiquent les effets délétères de la consanguinité. Mais pour les anciens Égyptiens, la pureté du sang était bien plus importante que la diversité génétique. L'inceste n'était donc pas un tabou mais une tradition sacrée. Si les rivalités entre épouses étaient vicieuses, celles entre héritiers potentiels pouvaient être carrément meurtrières. La primogéniture n'était pas une règle stricte en Égypte ancienne, ce qui signifiait que n'importe quel fils ou même fille du pharaon pouvait potentiellement tenter de s'emparer du trône. Cela conduisait souvent à des luttes de pouvoir impitoyables et à des crises de succession sinistres alors que des princes rivaux complotaient pour éliminer leurs concurrents. Un exemple notoire fut Amenemhat Ier, le fondateur de la puissante 12e dynastie. Conseiller du roi précédent, Amenemhat lança un coup d'État réussi et se fit couronner comme le nouveau pharaon. Mais son règne fut marqué par des conspirations constantes et des tentatives d'assassinat alors que des factions rivales se disputaient le pouvoir. Son propre harem lança même un complot obscur contre sa vie, se glissant dans la chambre royale avec des poignards tirés. Amenemhat ne survécut que grâce à l'intervention de ses gardes loyaux, les repoussant presque nus.
Tellement ébranlé fut Amenemhat par cette confrontation avec la mort qu'il prit la mesure sans précédent de couronner son fils Senusret comme co-pharaon de son vivant. En sécurisant la succession tôt, Amenemhat visait à prévenir d'autres intrigues et à faciliter le transfert de pouvoir. La realpolitik l'emportait sur la tradition. Les instructions d'Amenemhat à son fils, un traité sur une royauté efficace, reflètent son cynisme éprouvé, sois sur tes gardes contre tous les subordonnés, car tu ne peux être sûr de qui complote contre toi. Peut-être l'exemple ultime d'une rivalité royale devenue mortelle fut la chute sinistre de Ramsès III, le dernier grand pharaon du Nouvel Empire. Les registres de la cour peignent un tableau sordide d'un pharaon gériatrique avec un harem de centaines de personnes, déchiré par le factionnalisme alors que des épouses rivales complotaient pour placer leur fils sur le trône. Une épouse, Ti, ourdit un complot audacieux pour assassiner Ramsès et couronner son fils Pintawer dans un coup d'État. La conspiration fut découverte à la dernière minute, mais pas avant une escarmouche sanglante entre les gardes loyaux à Ti et ceux protégeant le pharaon. En fin de compte, la gorge de Ramsès fut tranchée, probablement par un assassin qui s'était frayé un chemin dans le harem royal. Le roi s'attarda juste assez longtemps pour nommer son héritier désigné et rassembler les meneurs du coup d'État raté. Dans un épilogue macabre, les principaux conspirateurs furent forcés de se suicider, tandis que l'infortuné Pintawer fut brutalement exécuté et privé d'une sépulture appropriée. Même dans la mort, les rivalités royales refusaient de s'apaiser. De telles intrigues impitoyables et jeux de pouvoir létaux étaient trop courants à la cour du pharaon, où les couteaux étaient perpétuellement sortis. La confiance et la loyauté étaient des luxes que peu pouvaient se permettre, même les membres de la famille étant des ennemis potentiels rivalisant pour la position. Pris dans ce réseau complexe d'alliances fragiles et de ressentiments bouillonnants, le pharaon devait marcher sur le fil du rasoir, équilibrant vigilamment les factions tout en surveillant ses propres arrières. Lourd était la tête qui portait la double couronne. Dieu sur terre, le pharaon en tant que dirigeant divin. Plus que de simples monarques, les pharaons de l'Égypte ancienne étaient des divinités vivantes, chevauchant la frontière entre le terrestre et le divin. Chaque pharaon était vu comme l'incarnation de Horus, le dieu du ciel à tête de faucon, et le fils du grand dieu soleil Ré. Comme la pratique du sacrifice de suivant, également connu sous le nom d'enterrement de suivant, était l'une des coutumes les plus glaçantes en Égypte ancienne, l'idée était que les serviteurs, humains et animaux, qui servaient le pharaon dans la vie continueraient à le servir dans la mort et l'au-delà. Cela était vu comme un honneur, d'accompagner son roi pour l'éternité, mais pour nos sensibilités modernes, c'est une perte de vie stupéfiante au nom du luxe royal. Certaines des premières preuves de sacrifice de suivants proviennent des tombes subsidiaires autour des tombes royales des pharaons de la première dynastie à Abydos. Ces tombes subsidiaires contiennent les restes de serviteurs ainsi que de la nourriture, des meubles, des bijoux et des outils de toutes les choses jugées nécessaires pour servir le pharaon dans l'au-delà. La tombe du roi Djer est un exemple frappant. Les fouilles ont révélé 318 sépultures subsidiaires autour de sa tombe, avec les corps des serviteurs disposés en rangées nettes, supposés avoir été sacrifiés à la mort de Djer. Encore plus troublants sont les sacrifices d'animaux trouvés dans les tombes pharaoniques. De nombreux rois étaient enterrés avec leurs animaux de compagnie bien-aimés pour leur tenir compagnie, chiens de chasse, chats, singes, gazelles, et plus encore. Mais certaines tombes d'animaux sont à une toute autre échelle. La tombe du roi Horache compte 10 ânes qui avaient porté ses cadeaux funéraires. La tombe du roi Narmé compte 10 chiens. Le pharaon de la première dynastie Ouad fut même enterré avec pas moins de 12 babouins, créatures considérées comme sacrées pour le dieu Tho. Mais peut-être le bien funéraire le plus bizarre de tous était les cheveux humains, beaucoup de cheveux. Les archéologues ont découvert un stupéfiant 30 millions de momies animales et 80 tonnes de cheveux humains dans une série de vastes catacombes sous le temple d'Anubis à Saqqara. Une grande partie de ces cheveux est supposée avoir été rasée sur des serviteurs et offerte aux dieux à tête de chacal de l'environnement comme une prière pour le voyage sur le pharaon décédé vers l'au-delà. Aussi stupéfiant que soient ces chiffres, il est important de noter que le sacrifice humain n'était pas constant tout au long de l'histoire égyptienne ancienne. Il semble n'avoir été pratiqué que pendant la période dynastique précoce, s'éteignant à mesure que la momification et les biens funéraires plus symboliques prenaient le pas. À l'époque du Nouvel Empire, les sacrifices humains avaient disparu, remplacés par des figurines chapti destinées à prendre vie magiquement et à agir comme serviteurs dans l'au-delà. Pourtant, ces premières tombes royales avec leur galerie sinistre de sépultures subsidiaires laissent une impression durable et hantée. Elles parlent du pouvoir absolu des pharaons et de la valeur placée sur leur confort post-mortem au-dessus de tout, même dans la mort. Les pharaons commandaient les vivants, leur statut sacré signifiait que leur voyage vers l'au-delà était tout ce qui comptait.
peu importe Consider combien Kum devaient as mourir pour Until, l'assurer. poor Sovgarder law, Cela est less peut-être mieux pharaohs, résumé par Suvan l'inscription lurs, sur la tombe du Sewers, courtisan de la 6e Thias, dynastie Weni et l'Ancien. Millers dans une Il tentative décrit de fièrement garder son le rôle dans la royal aussi construction de pur la que tombe possible. royale, disant « La Sa dynastie Majesté m'a grecque envoyé à portefeuille Abedju pour l'extrême apporter le l'arbre sarcophage généalogique avec Saint son Nowent, couvercle et le couteau sur et Auguste Louis-Même Pyramidion pour la un pyramide enchevêtrement appelée de unions Menneferbri et incestueuses Ebel répétées. de la reine. Trait 7, Je l'ai fait tout entier dans la complétude et l'exactitude que Sa Majesté aime. Le lieu de repos éternel du pharaon était primordial, n'épargnant ni dépenses, ni efforts, ni vie. Mais tous les pharaons ne s'accrochaient pas à ces pratiques sacrificielles sombres. Le règne d'Akhenaton, le roi controversé qui bouleversa la religion égyptienne en adorant uniquement le disque solaire Aton, est notable pour son absence de preuves de sacrifice humain. Akhenaton déplaça la capitale vers une nouvelle ville, Akhetaten, connue aujourd'hui sous le nom d'Amarna. Ici, il construisit une tombe royale sans tombe subsidiaire, peut-être signalant un changement dans les coutumes funéraires pour correspondre à ses réformes religieuses. Cependant, les changements d'Akhenaton furent de courte durée. Après sa mort, son fils Toutankhamon et ses successeurs revinrent aux anciens dieux et aux pratiques traditionnelles. La célèbre tombe de Tout, découverte en 1922, était remplie de tous les biens funéraires traditionnels et des restes momifiés de ses plusieurs filles mort-nées. Bien que non sacrifiés à l'ancienne manière, ses enfants l'accompagnaient encore dans l'au-delà comme des rappels éternels de son sang divin. Et ainsi, même si le sacrifice humain diminuait, l'obsession pharaonique pour l'au-delà ne faiblissait jamais. Le processus de momification devint de plus en plus élaboré, avec des pharaons comme Séti Ier et Ramsès II allant à leur repos éternel dans des tombes cachées à plusieurs chambres remplies de tous les trésors terrestres. Ils étaient encore destinés à vivre pour toujours comme des dieux parmi les dieux, même si leur cortège de serviteurs fantomatiques était désormais rendu en bois, en argile et en pierre plutôt qu'en chair et en sang. Cette croyance durable en la divinité du pharaon dans l'éternité terrestre atteinte est peut-être leur héritage le plus durable. Longtemps après que leurs tombes furent pillées et leurs corps dispersés, les pharaons sont encore avec nous, ressuscités dans nos livres d'histoire et nos galeries de musées. Nous prononçons encore leur nom au Khufu, Néfertiti, Hatshepsut, Toutankhamon et nous nous émerveillons devant leurs monuments. Ils ont construit pour l'éternité et d'une certaine manière, ils l'ont atteint, bien que pas comme ils auraient pu l'imaginer. Pour les pharaons, la vie éternelle était une donnée, un droit de naissance de leur statut divin. Pour leur sujet, l'au-delà devait être gagné par le service, à la fois dans cette vie et dans la suivante. Cette division fondamentale, l'abîme entre les rois-dieux et le reste de l'humanité, est ce qui rend leur monde à la fois si éblouissant et si étranger à nos yeux. C'était un monde où une personne, par un hasard de naissance, pouvait commander les vivants et les morts, déplacer des montagnes et des rivières, et façonner le paysage même de l'éternité. C'était le pouvoir et le fardeau des pharaons, les fils du soleil de l'Égypte ancienne qui vivaient, régnaient et mouraient comme des dieux sur terre. Et pourtant, malgré tout leur pouvoir et leur splendeur, les pharaons étaient encore des hommes et des femmes mortels. Ils souffraient des mêmes faiblesses humaines, maladies, blessures, drames familiaux, intrigues politiques. Ils le faisaient simplement à une échelle beaucoup plus grandiose, digne de leur statut exalté. C'est peut-être ce qui les rend si infiniment fascinants, si propices à une étude et une spéculation continue. Ils étaient plus grands que nature mais encore à échelle humaine, des dieux intouchables mais encore de chair et de sang. En fin de compte, peut-être est-ce ce qui nous ramène encore et encore aux vies des pharaons. Ils ont construit les pyramides et le grand sphinx, de grands temples et des tombes cachées, mais ils aimaient aussi leurs enfants, pleuraient leurs morts, et espéraient l'éternité. Ils étaient à la fois extraordinairement puissants et extraordinairement humains, et cela, plus que tout monument ou momie, est leur héritage le plus durable. Le rappel que même les plus exaltés d'entre nous sont encore l'un des nôtres, même un pharaon, sous les couronnes et les parures, la fumée dansant et les prêtres chantant, était encore une personne faisant son chemin dans le monde, regardant vers l'avenir. Les anciens Égyptiens croyaient que prononcer le nom des morts, c'était les faire revivre. Peut-être alors sommes-nous tous partis de l'au-delà des pharaons. Chaque fois que nous racontons leurs histoires, réfléchissons à leur vie, et nous émerveillons de leurs œuvres, ils ont construit leurs tombes et pyramides pour durer jusqu'à la fin des temps, et ce faisant, ils se sont inscrits dans le socle même de notre histoire. Les pharaons sont peut-être partis, mais ils ne sont pas oubliés. Ils vivent dans notre mémoire collective, aussi réels et vivants que la peinture sur les murs de leurs tombes. Et ainsi, nous les gardons, eux et leur monde extraordinaire, troublant, éblouissant, maintenant et pour toute l'éternité. Et ainsi, nous mettons les pharaons au repos, comme ils furent mis au repos il y a si longtemps, avec révérence, avec émerveillement, et avec le murmure de leur nom résonnant à travers les âges. Dormez bien, rois dieux et reines du Nil.
Que votre cas perdure, que votre bas prenne son envol, et que vos histoires soient racontées pour toujours. Et merci, chers auditeurs, de nous avoir accompagnés dans ce voyage dans le passé lointain. Que la paix des pharaons soit avec vous, et que vos rêves soient aussi doux que les fleurs de lotus sur le Nil. Bonne nuit. L'immense pouvoir et l'influence exercés par les pharaons égyptiens anciens sont véritablement stupéfiants à contempler, même des milliers d'années plus tard. En tant que figures divines et monarques absolus, ces rois-dieux vivaient des vies de luxe et d'excès inimaginables pour la personne moyenne. Mais main dans la main avec leur statut privilégié venait un côté plus sombre, rempli d'intrigues mortelles, de machinations assoiffées de pouvoir, et de pratiques troublantes qui révèlent le lourd fardeau et souvent les réalités tordues de siéger sur le trône d'Égypte. C'était une cage dorée à bien des égards. Prenez, par exemple, la routine quotidienne du pharaon. Bien qu'elle ait pu être remplie des meilleurs aliments, de serviteurs répondant à chaque caprice, et de loisirs comme la chasse, la navigation et les jeux de plateau, elle était aussi rigidement prescrite par des devoirs religieux et des rituels superstitieux. Chaque aspect était régi par un désir de maintenir l'ordre approprié de l'univers. Ainsi, un pharaon ne pouvait pas simplement se réveiller et faire ce qu'il voulait. Il y avait des rites de temple à accomplir, des offrandes à faire, et un panthéon de dieux à apaiser. Les Égyptiens croyaient que le pharaon devait exécuter ces rituels pour que les cycles de la nature, comme les inondations vivifiantes du Nil, continuent. C'est une lourde responsabilité à porter. Même la toilette personnelle du pharaon était chargée de sens. Se laver dans l'eau sacrée du Nil, se raser la tête, et appliquer des quantités abondantes de parfums, de maquillage et de bijoux n'était pas seulement une question de vanité. C'était une manière de se distinguer, d'incarner le divin sur terre. Et cela ne s'arrêtait pas aux apparences. Pratiquement chaque minute de la journée d'un pharaon était planifiée et comptabilisée, des pétitions et offrandes le matin à la tournée des projets de construction et la consultation avec les conseillers l'après-midi. Même leurs moments de repos et de loisirs le soir étaient façonnés par la tradition et le besoin d'être vus comme plus qu'humains. La pression de vivre à la hauteur de cet idéal surhumain devait être immense, et elle engendra plus d'un pharaon qui, enivré par le pouvoir et l'auto-agrandissement, poussait les choses à des extrêmes sombres et troublants dans leur quête d'être le dirigeant suprême sur Terre et dans l'au-delà. Vous pouvez le voir le plus clairement, peut-être, dans le type de projet de construction mégalomane que les pharaons entreprenaient. Non content d'une tombe ou d'un temple mémorial ordinaire, certains ordonnaient à leur sujet de travailler pendant des décennies sur des monuments massifs et glorieux à leur propre gloire. La grande pyramide de Gizeh, l'une des 7 merveilles du monde antique, est un exemple parfait. Elle fut commandée par le pharaon Khufu vers 2550 avenue Jésus-Christ. S'élevant à plus de 480 pieds de haut et composée de plus de 2 millions de blocs de calcaire, elle fut la structure artificielle la plus haute du monde pendant presque 4000 ans. La logistique et la main-d'œuvre qui entrèrent dans la construction de la pyramide de Khufu sont stupéfiantes à contempler. Des pierres pesant en moyenne plus de 2 tonnes devaient être extraites, transportées et assemblées avec une précision absolue en utilisant uniquement des ciseaux de cuivre primitifs, des scies de bronze, des rouleaux et traîneaux en bois, des rampes, des leviers et des poulies. Les experts estiment qu'il fallut plus de 20 000 travailleurs et jusqu'à 27 ans pour la compléter. Et pourquoi ? Tout cela pour abriter le cadavre d'un seul homme et assurer son passage sur vers l'au-delà. C'est une démonstration stupéfiante, et certains diraient effroyable, de pouvoir et d'auto-agrandissement. Sans mentionner que la vie était incroyablement dure pour les armées de travailleurs qui construisirent des pyramides comme celle de Khufu. Ils n'étaient peut-être pas des esclaves, comme le suggère souvent la légende populaire, mais le travail éreintant prenait un lourd tribut. Les scans des restes squelettiques du cimetière des travailleurs montrent des taux élevés d'arthrite, de blessures et de stress. La construction de pyramides finit par tomber en désuétude, peut-être devenant trop coûteuse et chronophage même pour les pharaons. Mais les riches et puissants trouvèrent d'autres moyens de faire étalage de leur richesse face à la mort. Prenez le roi Toutankhamon, le célèbre roi garçon qui régna au XIVe siècle avenue Jésus-Christ. Bien qu'il mourût jeune et ait eu un règne relativement court, son masque mortuaire doré et ses biens funéraires opulents sont devenus des symboles durables de la richesse et de la splendeur de l'Égypte ancienne. Lorsqu'Howard Carter décela la petite tombe du roi Tout en 1922, il trouva pièce après pièce remplie à ras-bord d'un éventail éblouissant de plus de 5000 objets inestimables, des sanctuaires dorés, des coffres incrustés de bijoux, des meubles finement sculptés, des chars, des vêtements, des parfums, et même de la nourriture et du vin pour sustenter tout dans l'au-delà. La découverte sensationnelle déclencha une vague de tout-mania autour du monde et introduisit des millions aux gloires de l'Égypte ancienne. Mais elle met également en lumière l'excès phénoménal dont jouissaient les pharaons, même les mineurs comme Toutankhamon. Certains dirigeants allèrent encore plus loin,
enterrant des sujets loyaux avec eux pour les servir dans la mort comme ils l'avaient fait dans la vie. C'est une pratique connue sous le nom de sacrifice de suivants, et des preuves en ont été trouvées dans certaines des premières tombes royales remontant à la première dynastie vers 3000 avenue Jésus-Christ. Dans les tombes du cimetière royal d'Abydos, les archéologues découvrirent les restes de courtisans, de serviteurs, et même de chiens disposés autour du sarcophage du pharaon dans des tombes subsidiaires. Il semble que ces attendants malchanceux furent sacrifiés pour continuer leur fonction dans l'au-delà, un reflet troublant de combien le pouvoir du pharaon s'étendait au-delà de la tombe. Heureusement, cette pratique semble avoir largement disparu à la période de l'Ancien Empire, mais le fait qu'elle ait jamais été tolérée est un rappel glaçant du pouvoir divin absolu que les anciens Égyptiens investissaient en leur roi. Même à mesure que les techniques de momification devenaient de plus en plus raffinées et que la légendaire vallée des rois se remplissait de tombes cachées, l'écart entre le confort éternel du pharaon et le sort de l'Égyptien moyen ne pouvait être plus marqué. Tandis que les royaux jouissaient d'or, de bijoux et d'enveloppements de lin dans l'au-delà, la plupart des gens devaient se contenter d'une simple fosse funéraire et de quelques babioles modestes, si tant est qu'ils en aient. L'inégalité était si criante qu'il n'est guère surprenant que le pillage de tombes devint un fléau constant pour les élites égyptiennes. Pourtant, la promesse de la vie éternelle, aussi luxueuse soit-elle, était une chose dont même les pharaons ne pouvaient pas toujours compter, comme en témoignent les destins de certains des dirigeants les plus célèbres. Prenez Ramsès II, largement considéré comme le plus grand et le plus puissant pharaon du Nouvel Empire. Son règne, qui dura 66 ans de 1279 à 1213 avenue Jésus-Christ, marqua le sommet du pouvoir et de la prospérité impériale de l'Égypte ancienne. Ramsès II, ou Ramsès le Grand comme on l'appelle souvent, était un chef militaire qui étendit la portée de l'Égypte en Nubie, en Libye et au Levant. Il était également un bâtisseur prolifique qui érigea de nombreux grands temples, statues et monuments. Mais malgré toute sa gloire dans la vie, Ramsès II n'obtint pas exactement le repos paisible et digne qu'il attendait probablement. Sa momie a été déplacée et perturbée d'innombrables fois au fil des millénaires alors que des pilleurs de tombes, des prêtres et des archéologues ont tous eu un rôle dans son destin. Lorsque la momie de Ramsès fut finalement déballée en 1886 par Gaston Maspero, le chef du service des antiquités égyptiennes, elle était en mauvais état. Le corps du roi était brisé en morceaux, de nombreux os manquaient, et un trou béant dans le crâne suggérait le travail de pilleurs anciens. Pourtant, avec son long nez aquilin, sa mâchoire forte, et sa touffe de cheveux blancs, Ramsès était une figure imposante, même dans la mort. Sa momie est maintenant exposée au Musée national de la civilisation égyptienne au Caire, loin de son lieu de repos original dans la vallée des rois, mais non moins un symbole puissant de son pouvoir et de sa mystique durable. En fin de compte, peut-être est-ce cette mystique même, ce mélange de merveilleux et de macabre, d'inspirant et de troublant, qui nous maintient si fascinés par les pharaons de l'Égypte ancienne. C'étaient des figures plus grandes que nature qui exerçaient un pouvoir et une richesse immenses, mais ils étaient aussi des hommes mortels, soumis aux mêmes peurs, faiblesses et destins que le reste d'entre nous. Plongés dans leur vie, leur triomphe et excès, leur vanité et vulnérabilité, c'est comme tenir un miroir face à la condition humaine. Nous voyons les sommets auxquels nous pouvons atteindre et les profondeurs auxquelles nous pouvons sombrer. Nous nous émerveillons de l'ingéniosité et de l'artisanat d'une civilisation ancienne, même si nous reculons devant certaines de ses pratiques plus troublantes. Surtout, nous faisons face aux réalités crues du pouvoir, ses séductions et ses pièges, ses usages et ses abus. Les pharaons ont peut-être régné comme des dieux sur terre, mais ils étaient aussi prisonniers d'un système qui exigeait des démonstrations constantes de force, de piété et de consommation ostentatoire. En ce sens, peut-être pouvons-nous même ressentir une pointe de sympathie pour ces dirigeants divins, piégés dans leur cage dorée, accablés par le poids des espoirs, rêves et peurs d'une civilisation entière. C'est loin de l'existence glamour et insouciante que nous pourrions imaginer pour un roi-dieu, mais c'est là encore l'attrait durable de l'Égypte ancienne. Elle défie nos attentes et remet en question nos suppositions à chaque tournant. C'est une civilisation qui était à la fois familière et étrangère, majestueuse et monstrueuse, éclairée et obscurcie. Et les pharaons, malgré tous leurs défauts et faiblesses, étaient les avatars de ce monde infiniment fascinant. Ils ont peut-être vécu et sont morts il y a des milliers d'années, mais leurs histoires, leurs secrets et leur splendeur continuent de nous hanter à ce jour. Nous ne démêlerons probablement jamais tous les mystères des pharaons et de leur monde, mais cela ne nous empêche pas d'essayer, de parcourir chaque fragment de papyrus, d'étudier chaque momie et monument, de tamiser chaque grain de sable du désert à la recherche d'indices sur leur vie et leurs époques. D'une certaine manière, c'est le plus grand héritage des pharaons, pas les pyramides ou les trésors dorés, mais le sens durable de l'émerveillement et de la curiosité qu'ils inspirent en nous, l'aperçu alléchant qu'ils offrent d'un monde à la fois disparu et vivant, perdu et éternel. Ainsi,
peut-être la vraie question n'est-elle pas ce que nous pouvons apprendre des pharaons, mais ce que nous pouvons apprendre sur nous-mêmes dans notre fascination sans fin pour eux. Que dit notre obsession pour ces dirigeants anciens de nos propres espoirs, rêves et peurs? Que révèle-t-elle de notre relation au pouvoir, à la mort, aux mystères éternels du cœur humain? Ce sont des questions qui n'auront peut-être jamais de réponse définitive, mais elles méritent d'être méditées néanmoins, tout comme les pharaons eux-mêmes continuent de nous envoûter et de nous déconcerter, nous invitant à explorer toujours plus profondément les recoins labyrinthiques de leur monde et du nôtre. Et ainsi, l'histoire des pharaons perdure, comme elle l'a fait pendant des millénaires, un conte de pouvoir et de pathos, de gloire et de désespoir, de la danse éternelle entre lumière et ombre qui définit la condition humaine. C'est une histoire qui continuera d'être racontée et redite tant qu'il y aura ceux qui chercheront à percer le voile de l'histoire et à apercevoir les visages de ceux qui régnaient autrefois comme des dieux parmi les hommes. Le pharaon commencerait ses ablutions matinales dans une salle de bain ornée de calcaire, où une petite armée de serviteurs attendait pour assister leur dieu vivant. D'abord, il l'enveloppait délicatement dans de fins linges et l'escortait vers une baignoire en cuivre étincelante remplie d'eau, des fleurs de lotus flottant à la surface. En entrant, les serviteurs lavaient soigneusement le corps du pharaon avec du natron, un sel minéral qui nettoyait et adoucissait la peau. Ils portaient une attention particulière à ses mains et pieds, frottant doucement pour enlever toute saleté ou impureté. Après le bain, le pharaon était séché, et un serviteur apparaissait portant un plateau d'huile parfumée. Avec des gestes pratiqués, il oignait le roi de la tête aux pieds, massant les huiles dans sa peau jusqu'à ce qu'elle brille. Ces onguents sacrés en encens de myrrhe, d'oliban et de cannelle étaient censés avoir des propriétés protectrices magiques, protégeant le pharaon des mauvais esprits et du malheur. Une touche de colle noire était soigneusement appliquée autour de ses yeux, non seulement pour la beauté mais pour dévier l'éblouissement sévère du dieu soleil Ré et éloigner les infections oculaires. Ensuite venaient les attributs emblématiques du pharaon, les couronnes, les sceptres et les bijoux qui dénotaient son statut suprême. Chaque objet était imprégné de couches de symbolisme religieux et politique. La double couronne distinctive, par exemple, représentait l'unification de la haute et de la basse Égypte sous la règle divine du pharaon. Un serviteur désigné levait révérencieusement la coiffure de lapis-lazuli et d'or et la plaçait sur la tête du roi, prenant grand soin de l'arranger parfaitement. Ensuite venaient le crochet et le fléau, instruments de la royauté souvent représentés croisés sur la poitrine du pharaon dans l'art et la sculpture. Le crochet symbolisait son rôle de berger de son peuple, tandis que le fléau représentait sa capacité à infliger des punitions aux ennemis de l'État. Une fois paré, le pharaon émergeait de ses quartiers pour accueillir la journée, une vision scintillante inspirant à la fois révérence et terreur. Mais ce n'était que le début d'une routine quotidienne épuisante qui laissait peu de place au repos. En premier à l'agenda étaient l'adoration et les rituels d'offrande au temple, où le pharaon honorait les dieux et élevait son propre statut divin. Au cœur de chaque temple égyptien se trouvait le sanctuaire intérieur, où résidait une statue du dieu principal. Seul le pharaon et les grands prêtres étaient autorisés à entrer dans cet espace sacré et à accomplir les rites quotidiens. Le roi se prosternait devant l'image du dieu, récitant des prières et brûlant de l'encens. Il présentait des offrandes somptueuses de nourriture, de boissons, de vêtements et de bijoux, donnant symboliquement au dieu tous les meilleurs produits de la terre. En retour, la divinité accordait sa faveur divine et sa protection à l'Égypte et donnait au pharaon le pouvoir de régner sagement et de vaincre ses ennemis. Cette transaction sacrée entre le roi et les dieux était le socle de l'ordre cosmique égyptien, mais c'était aussi un renforcement quotidien de la position précaire du pharaon. Son peuple croyait que sa piété et sa conduite juste soutenaient littéralement les cycles du soleil, les inondations du Nil, et l'abondance agricole du royaume. C'était une lourde responsabilité à assumer jour après jour. Ses devoirs religieux accomplis, le pharaon commençait le véritable travail de gouvernance, une tâche qu'il déléguait largement à ses conseillers les plus fiables. Le premier ministre du pharaon, connu sous le nom de vizir, supervisait l'appareil administratif tentaculaire qui faisait fonctionner le royaume sans heurts. Une énorme bureaucratie de scribes, de collecteurs d'impôts et d'officiels locaux gérait tout, de l'enregistrement des niveaux d'inondation du Nil et des récoltes de céréales à la dispensation de la justice dans les tribunaux. Mais le pharaon était attendu pour prendre un rôle actif dans la prise de décision sur des questions clés comme la diplomatie, le commerce et les projets de construction monumentaux. Il consultait ses conseillers dans une salle d'audience, assis sur un trône doré flanqué de statues du